およいよい。Nous allons donc pouvoir commencer cette session, cette table ronde consacrée aux questions de traduction. Et donc je vous remercie d'abord d'être venu assister à cette table ronde. Et je vous présente donc, je suis Guillaume Carré, donc membre de l'EHESS, directeur d'études au centre de recherche sur le Japon et à l'équipe au laboratoire du CNRS Chine, Corée, Japon. Et je vais commencer brièvement par vous présenter nos invités. Donc, je commencerai donc par Vincent Azoulay, directeur d'études à l'EHESS, qui est un spécialiste de la Grèce antique et membre du laboratoire ANIMA, donc Anthropologie et Histoire des mondes antiques. Donc Vincent est l'auteur de nombreux ouvrages, en particulier sur la politique dans la Grèce antique et plus particulièrement Athènes, donc sur Xénophon, Périclès, entre autres. Il est aussi directeur de rédaction de la revue des Annales, une revue qui s'est signalée tout au long de son histoire donc, par la publication de nombreux textes traduits, y compris d'ailleurs des textes concernant l'histoire de l'Asie orientale. Alors, beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent déjà Alain de Lycenne, directeur d'études de l'EHESS, spécialiste de l'histoire de la Corée coloniale, non pas des colonies coréennes, mais de l'époque où la Corée était une colonie japonaise, donc disons entre 1905-1910 et 1945, et qui est membre du Centre de recherche sur la Corée, le CRC, qui est aussi une composante donc, du laboratoire CNRS Chine, Corée, Japon. Alors ces travaux portent plus particulièrement sur Séoul et la société urbaine, ainsi que sur des questions historiographiques de colonisation, décolonisation et des espaces impériaux. Et Alain a aussi été à la tête pendant plusieurs années d'un groupe de travail consacré justement à la traduction des sciences sociales depuis le coréen. Et donc je pense qu'il pourra nous faire bénéficier de ses réflexions et de son expérience sur la question. Enfin, donc, nous recevons également Michael Luquen, professeur à l'INALCO, historien de l'art, mais à prendre au sens large aussi, historien de la culture, on pourrait dire, d'un point de vue plus général, et en particulier de la culture et de la société du Japon en guerre ou dans l'après-guerre, sur une question sur laquelle il a publié un ouvrage, et qui est membre donc du laboratoire CNRS IFRAE. Donc il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages et je ne sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas c'est le dernier que j'ai lu, donc, qui s'appelle Le Japon grec, culture et possession, donc consacré à un sujet qui est en plein dans nos préoccupations d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la manière dont les Japonais, des Japonais disons, parce que ce n'est peut-être pas un phénomène de masse, mais des intellectuels ou des esthètes, des artistes japonais se sont intéressés, même passionnés pour la culture de la Grèce antique et l'ont incorporé, donc ont tenté de l'incorporer en tout cas dans leurs propres réflexions ou à leur sensibilité. Très bien. Alors, écoutez, je vais nous sommes réunis aujourd'hui pour une discussion assez libre, je dirais, où chacun pourra faire part de ses réflexions. Et pour aborder donc une question qui nous est commune à tous, celle de la traduction, traduction qui est d'abord une opération interne de notre propre travail, puisque nous travaillons tous sur des matériaux qui ne sont pas écrits dans notre langue maternelle, et que donc, déjà, pour aborder les sujets que nous étudions, nous devons, même si ce n'est pas toujours quelque chose que nous allons exprimer oralement, mais passer par une opération de traduction permanente.
Et donc, nous traduisons pour nous-mêmes d'abord. Nous traduisons aussi en dehors même d'un travail de publication pour nos cours et nos séminaires, donc soit pour tout simplement fournir donc des matériaux aux étudiants, soit même nous-mêmes pour trouver des références. Et cette opération peut concerner alors à la fois des sources primaires pour tout le monde, et puis parfois aussi même des sources secondaires, puisqu'il y a toute une historiographie en japonais ou en coréen, par exemple. Il y a une historiographie en grec moderne aussi. Et ce ne sont pas les mêmes langues, en fait. Hein, les langues anciennes, des langues mortes éventuellement, et des langues contemporaines. Et cette opération, donc, nous savons, je pense tous les quatre, à quel point c'est une opération complexe, parce que ce n'est pas au fond qu'une question de vocabulaire. Et on y reviendra peut-être plus tard lorsque nous aborderons les questions de traduction automatique, par exemple, hein, qui se développent actuellement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de traduire mot à mot, en quelque sorte, mais c'est aussi une opération mentale qui implique parfois le passage d'une historiographie à une autre, par exemple. Hein, c'est-à-dire, si je prends le cas de l'histoire médiévale japonaise, se pose la question de savoir comment on va rendre certains termes, si on va les rendre par des termes qui vont évoquer quelque chose dans l'historiographie médiévale occidentale de la France ou éventuellement d'autres pays européens, si on va garder les termes tels quels en japonais, ce qui va parfois donner un petit cachet d'exotisme qui peut avoir aussi son intérêt, ou si on va forger des notions ad hoc. Donc il y a derrière ce travail de la réflexion qu'on peut voir comme soit une opération purement mécanique, soit comme une opération créative. Il y a aussi finalement toujours un travail de réflexion scientifique qui n'est pas forcément évident, puisque il y a quelques années est paru par exemple un dictionnaire des intraduisibles, si je me souviens bien, c'est-à-dire où on répertoriait tout un tas de notions propres à certaines cultures et qui posaient de redoutables définitions aux traducteurs, qui parfois même s'abstenaient de les traduire. Alors bon, quand il s'agit de langues avec lesquelles on a plus ou moins une familiarité, comme l'anglais ou l'allemand même encore, cela peut être possible. Ça pose d'autres questions concernant le japonais et le coréen, y compris par exemple des questions de transcription et même et de prononciation. Mais sans tarder, donc, je vais commencer un tour de table pour demander à nos intervenants donc, de quelle manière ils envisagent justement dans leur propre travail de chercheurs cette question de la traduction, les difficultés, les questions qu'elle leur pose et les pratiques qu'ils adoptent pour donc, se confronter à ce problème. Vincent ? Oui, bonjour et bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravi de cette invitation, de cette occasion de dialogue, de participer à cette table ronde non mixte. Oui, moi, donc, je suis un spécialiste d'histoire grecque. Enfin, je suis là d'une certaine façon à une double casquette en tant que chercheur, donc travaillant effectivement sur des sources qui ne sont pas dans ma langue maternelle, et une historiographie plurilingue, puisque l'Antiquité est un des lieux où c'est creuser et inventer les savoirs philologiques, et ce depuis la Renaissance, et d'abord en latin, puis ensuite dans toutes les grandes langues européennes, et maintenant non européennes aussi. Donc c'est bien sûr à ce titre que je suis invité, mais aussi, je pense, en tant que directeur actuel pour encore quelques mois des Annales, où nous avons effectivement une expérience de première main des questions de traduction et des enjeux à la fois scientifiques, mais aussi économiques, intellectuels, que l'opération engage, puisque les Annales, je vais y revenir, mais sont une revue bilingue depuis 2012, bilingue anglais-français, ou français-anglais, puisque le français reste la langue de référence, mais que tous les articles sont traduits depuis 2012, avec un certain retard, et on sera amené à en reparler. Alors donc, juste brièvement, parce que je pense qu'il faut que la parole circule et qu'on puisse créer des ponts, mais effectivement,
la question de la traduction en tant que chercheur, effectivement, elle est native quand on travaille en histoire grecque, parce qu'il faut payer ce droit d'entrée linguistique. Et de ce point de vue-là, on est, je pense, en communauté. On doit en passer par là, par l'apprentissage des langues anciennes. Et c'est souvent maintenant un problème avec les étudiants en master qui n'en ont pas fait encore de langue, et ce qui n'est pas grave, hein, comme je leur dis, mais il faut qu'ils s'y mettent, parce qu'on ne peut pas commencer à faire un travail sérieux sans avoir au moins les rudiments d'une langue que l'on peut ensuite approfondir. Et puis c'est vrai que se pose aussi pour les chercheurs que nous sommes la question des traductions, et notamment maintenant de plus en plus du passage vers l'anglais, mais pas que, lorsque l'on publie. Et donc, dans quelle langue décide-t-on de publier? Et c'est vrai que depuis le départ, moi, j'ai essayé de multiplier, d'être attentif à ces opérations de traduction. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des livres traduits dans plusieurs langues. Alors, pas en japonais, en chinois, mais alors là, bien sûr, c'est un vrai problème, parce que j'étais absolument incapable de vérifier la traduction. Contrairement à la traduction italienne, où je pouvais relever des faux sens ou des contresens, ou bien sûr les traductions anglaises, espagnoles, où là, je me sens, disons, plus à l'aise. Et effectivement, ça engage aussi dans l'opération de traduction, là, en tant que chercheur, un autre rapport, puisque tout dépend si c'est nous-mêmes qui traduisons. Ça peut arriver qu'on écrive en anglais, j'imagine pour vous en japonais ou en coréen directement, ou alors qu'on travaille avec des traducteurs professionnels, et la façon dont on doit penser ce travail en commun, et dont on a accès ou non à la traduction d'un article ou d'un ouvrage avant publication. Et je dois avouer que j'ai été confronté, et ça m'a toujours chagriné, mais bon, alors après, c'était pas grave. Le livre en japonais, en chinois, je l'ai reçu, voilà, mais on m'a rien demandé à aucun moment. Pour le livre en italien, ça, j'ai pu effectivement le lire et relever toute une série de problèmes, dont le moindre n'était pas que le sans doute devenait senza dubbio en italien, ce qui veut dire radicalement l'inverse en réalité du français. Bon, c'est ce genre de problème, mais bien d'autres qui se posent donc dans l'activité même de chercheurs confrontés à la question de la traduction. Donc traduction par soi-même dans une autre langue, ou traduction par les autres, et donc selon la façon dont les éditeurs fonctionnent, hein, et en complicité ou non avec les auteurs. Donc ça, c'est dans ma pratique de chercheur, et on sera peut-être amené à en reparler. Et puisque c'est le premier tour de parole, donc avec cette seconde casquette, je veux aborder juste et poser quelques jalons de mon rapport à la traduction, donc là engendré par ma position de directeur provisoire de la revue, qui donc est engagé depuis 2012 dans ce processus extrêmement lourd de traduction, et qui donc est confronté aux problèmes intellectuels et économiques que cela pose. Alors juste quelques mots pour planter le débat, hein, mais bien sûr, effectivement, comme le disait Guillaume, les Annales ont toujours travaillé avec une historiographie plurilingue, et nous acceptons les soumissions dans toutes les grandes langues européennes, et nous lisons encore de l'allemand, rarement en réalité, parce que les Allemands écrivent de plus en plus directement en anglais, en italien, en espagnol, bien sûr de plus en plus massivement en anglais. Et la version anglaise des Annales fait qu'on est passé de entre 5 et 10% de soumissions en anglais dans les années 90 à maintenant presque 30% de soumissions directement en anglais. Mais pas forcément par des native speakers. Ce qui pose toute une série de problèmes dans la façon dont on doit ensuite travailler les textes. Donc, on a toujours eu cette tradition de recevoir des articles en différentes langues européennes, mais c'est vrai que depuis 2012, et pour des raisons financières, parce que c'est une économie, la traduction, nous avons été contraints de demander aux auteurs, lorsque l'article est accepté, après travail avec le comité, de soumettre une version soit anglaise, soit française. Parce qu'on ne peut se permettre de payer
qu'une traduction dans un sens ou dans l'autre. Donc l'auteur, une fois le processus de soumission, reprise, acceptation qui prend longtemps, voilà, une fois que l'article est accepté, doit soumettre dans l'une des deux langues. Donc ce qui est un appauvrissement, hein, on en est bien conscient. Et donc après vient le travail, pour le coup, propre de la rédaction. Alors, quand l'article est soumis en anglais, c'est vrai que ça a amené, donc on a maintenant 10 ans de recul, hein, une expérience qui a, puisque la version de référence reste la version française, hein, on publie toujours en français, en version papier et en ligne d'abord, puis en version anglaise, même quand le papier a été soumis en anglais. Hein. Ça reste l'édition de référence, mais c'est vrai que lorsque le papier est soumis en anglais, on a une éditrice, on a la chance aux Annales d'avoir 3 éditrices à plein temps, 2 pour la version française, 1 éditrice pour la version anglaise, parce que précisément, et c'est un point je pense qu'on sera amené à rediscuter, il ne s'agit pas de traduction, mais d'édition. Notre but, c'est pas simplement de traduire un texte. Et quand on le reçoit en anglais, voilà, on pourrait dire il suffit juste de le mettre aux normes et voilà, et on appuie sur le bouton et l'article est fait. Non, pas du tout. En réalité, le pari de la version anglaise des Annales, et c'est en cela qu'il mobilise beaucoup de ressources humaines et intellectuelles, c'est de faire une véritable édition, en parallèle de la version française. Et donc même quand un texte nous est soumis en anglais, il est retravaillé éditorialement comme dans une grande revue d'histoire et de sciences sociales anglo-saxonne, avec le travail d'une éditrice qui ne se contente pas de corrections orthotypographiques, mais de questions de logique, voilà, et d'autant qu'on a beaucoup de non-native speakers qui soumettent en anglais, et puis aussi relecture par des membres anglophones du comité. Et on a recruté depuis une quinzaine d'années à dessein des historiennes, des historiens, spécialistes d'autres sciences sociales, native speakers en anglais, pour être impliqués dans ce processus qui n'est pas simplement un processus de traduction, mais un processus d'édition à proprement parler. Ça, c'est souvent un malentendu pour ceux qui ne sont pas coutumiers du travail des revues, c'est de penser que, mais en principe, tous ceux qui ont soumis des articles à des revues sérieuses savent qu'il y a un monde entre l'article que l'on soumet, et je ne parle pas seulement du travail du comité de rédaction, mais quand dans une revue sérieuse, en principe, il y a un travail d'édition qui amène à une transformation extrêmement profonde de l'article. Et donc c'est ce travail-là que nous avons été amenés à faire, alors dans des conditions au départ aidées par le CNRS, qui donnait pendant 5 ans 20 000 € par an pour assurer cette traduction-édition. Et puis au bout de 5 ans, en 2017, on a noué un partenariat avec Cambridge University Press, qui nous a permis d'être autonomes financièrement, et désormais, la version anglaise des Annales s'autofinance. Le Cambridge nous verse 40 000 € par an d'avance sur recette, qui nous permet effectivement de lancer tout ce travail de traduction et d'en faire une édition scientifique sérieuse. Alors, je propose de m'arrêter là parce que après, ce dont on pourra discuter, c'est comment on travaille les traductions elles-mêmes, avec ce passage du français à l'anglais, de l'anglais au français, et la façon dont ça engage des questions, j'ai envie de dire, intellectuelles et aussi heuristiques. Donc ce travail des écarts sur lequel Guillaume a insisté, mais je ne veux pas monopoliser la parole et je m'arrête là. Merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le premier moment d'une table ronde sur un sujet aussi vaste implique toujours de poser assez largement des jalons à l'invite de ce que nous a proposé Guillaume, ce qui nous rattache au sujet, en tenant compte de l'agenda de ce colloque, c'est-à-dire tenir là dans cette table ronde à la fois sciences sociales, traduction et Japon quand même, ou en tout cas Asie orientale, et puis de tenir aussi le pari d'Alexandra du passé, du présent et du futur. Ce qui me rattache à cette
question très considérable, c'est à la fois ce qu'a évoqué tout à l'heure Guillaume de pratiques, on va dire quotidiennes et variées dans mon métier d'historien de la Corée du Sud. Ça, c'est une chose dont on va sans doute parler, dont on pourra parler, à la fois dans ce que tu as évoqué je dirais, d'opérations quotidiennes quasi inconscientes et automatiques jusqu'à l'organisation de plus structurée, par exemple de groupes de travail collectif. Mais en fait, je suis attaché à cette question-là par un autre biais qui me rapproche davantage de ce sur quoi on discute avec Michael depuis de nombreuses années, c'est-à-dire, on va dire, la place de la traduction dans la connaissance aujourd'hui de l'humanité, dans les sciences humaines et sociales, dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui, en y mettant des guillemets, les aires culturelles, on pourrait appeler les area studies, ce que Michael essaie d'appeler la xénologie. Alors, la place de la traduction dans ce dispositif-là qui m'a plus, je dirais, occupé de façon réflexive ces dernières années et qui nous occupe beaucoup dans un endroit comme le HESS. Hein. Qu'est-ce que c'est que le savoir du monde par les autres? Et peut-être que je parlerai davantage dans ce moment de premier balayage de ces aspects-là, parce que la traduction qui vient d'être ici évoquée comme une opération, c'est un champ énorme en fait de réflexion et d'opération. Tout d'abord, il faut quand même rappeler que c'est une opération cognitive fondamentale de l'humanité une, mais qui existe entre les langues depuis toujours, donc de façon, alors sinon centrale et fréquente. Voilà, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui est lié à des formes sociales et politiques de très longue durée. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, penser à un objet comme l'Empire, les formations impériales, sans les opérations quotidiennes, diverses et variées, pré-savantes, pré-scientifiques, pré-traductologiques de la traduction? C'est une question qu'on pourrait se poser. Tu as évoqué, Guillaume, bien sûr, des opérations intellectuelles et essentiellement dans ce qui est notre discipline. Alors, tu as remarqué, Vincent, qu'on était assez monogenré, mais on est aussi assez monodisciplinaire dans ce panel. Il faudrait que nous réfléchissions à ce qu'aurait donné une table ronde sur ces sujets-là si auprès de nous avaient été réunis d'autres disciplines que les historiens. La sociologie se saisit de ces questions-là aujourd'hui. Évidemment, les anthropologues, les ethnologues. Quels sont les effets du fait d'avoir 4 mâles blancs historiens sur le sujet qu'on va poser aujourd'hui? C'est peut-être une question qui va se poser. Donc, opération intellectuelle, peut-être sur laquelle je ne reviendrai pas ici, sinon pour signaler qu'elle est plus ou moins élaborée et consciente dans notre travail quotidien. Tu as dit que ça faisait partie de notre réflexion. Il faudrait sans doute passer à une étape un peu plus formalisée, je dirais réflexive, c'est-à-dire qu'on explicite davantage ce que l'on fait quand on fait les choses et comment ça se passe dans chacune des disciplines et dans chacune des aires. Et quand on parle d'opérations intellectuelles, on aboutit aussi à des projets intellectuels, parce que c'est un des projets, quand même, il me semble, des sciences humaines et sociales depuis leur formation, ainsi de suite, que d'arrimer à un discours commun, à une connaissance commune, la connaissance du monde par le monde. Alors ça va des choses, je dirais, d'objectifs des plus pratiques. On traduit au départ pour échanger des biens, fondamentalement, appui des idées, et puis ensuite il y a des horizons plus sublimes, d'unité de l'humanité, d'universel, etc., etc. Ce qui nous amène à ce qui est la question que je travaille davantage depuis quelques années, qui d'une façon relève d'une géopolitique de la connaissance. Aujourd'hui, qui est elle-même assise sur une géopolitique de l'échange inégal entre les langues, dont on va sans doute reparler dans la deuxième partie de cette question. Donc, liaison, donc voilà, réflexion sur à la fois cette question d'une géopolitique de la connaissance avec tous les enjeux institutionnels qu'il y a aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le business de la connaissance, le business du savoir, les modèles économiques qu'il y a dans ce que l'on sait du monde, sur le monde, dans tel et tel endroit, mais qui aussi bien engage aussi, vous l'imaginez, parce qu'il y a de l'autre enjeu, des questions d'éthique et de politique. C'est-à-dire la traduction, c'est quelque chose où il y a de l'autre enjeu. Qu'est-ce qu'on en fait et donc il y a des agents traducteurs avec des méthodes de travail différentes.
C'était le premier point que je voulais évoquer. Le second, c'est le point d'entrée au passé. C'est peut-être celui que tu évoquais en partie au départ lorsque tu nous invitais ou lorsque tu avais apporté ce numéro des Annales. C'est toi, je ne sais pas si c'est toi qui l'as apporté sur les statuts sociaux. Parce que le passé, en effet, est une entrée possible. Et ce que je voulais faire dans le premier mouvement de Baléa, c'était peut-être d'inviter, non pas un décentrement, parce qu'on a vu hier que les décentrements avaient des effets psychologiques, donc plutôt un déplacement des questions. Alors, hier, on a déjà commencé à évoquer pas mal des questions historiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, d'histoire. Hein. Il y a une histoire émergente des traductions et de la traduction en sciences sociales, y compris dans le champ des études orientales. Annie Coliucci nous en a parlé. Notre collègue, comment c'est, Caroline Clemens, son prénom Michel. Rebecca Clements nous en a parlé aussi. Je voulais davantage signaler peut-être, puisque c'est peut-être à ça que tu faisais davantage allusion, tout ce qui, à mon sens, constitue un chantier très couvert, très labouré, très, on va dire, passé, qui est celui à la fois, notamment quand on se situe du côté du Japon et de l'Asie orientale, d'accentuation et du moment de la rencontre et du transfert, notamment le transfert de tout le vocabulaire technique, de description on va dire, de la société, de la réalité. Tous ces mots, on va dire, pour faire simple, de la modernité, on commence à avoir une épaisse bibliothèque de ce côté-là. Alors il faudrait essayer d'évaluer ces angles morts. On revient toujours à peu près sur la même petite liste de mots. Il faudrait voir ce qui manque peut-être. C'est un sujet qui a été beaucoup travaillé. De même, tout ce qui concerne les opérations nécessaires à la réalisation d'une histoire comparée, notamment entre des sociétés à des époques où elles n'étaient pas en contact les unes avec les autres. Donc là, on est en plein dans ce que tu as travaillé, Guillaume, alors, par exemple, de façon assez typique, et c'était le cas de ce numéro des Annales, la question alors centrale dans la sociologie historique du Stand, du Weberien, du statut, du Mibun japonais, mais qui, je le répète, correspond à des moments historiques dans le passé, donc qui concernent peut-être davantage les antiquitans, les médiévistes et les modernistes que les gens comme moi qui font de l'histoire contemporaine. Et là, je pourrais évoquer le contraste qu'il y a eu pour moi entre les années de séminaire que j'ai pu partager avec toi. Je me souviens d'un séminaire sur la bourgeoisie, je ne sais pas si tu t'en souviens aussi, où on était revenu à cette question quand même assez centrale dans la sociologie historique, et où entre les bourgeois de Max Weber, Tae-Chon-in et Me Jung-in, eh bien, est-ce que vraiment on arrivait à parler de la même chose? Je ne sais pas. Donc ça, ce sont je dirais les deux grandes questions qui ont été bien couvertes, et je voudrais peut-être vous inviter, et ça sera le dernier point de ce moment introductif, à une série de déplacements. Alors il y en a une que je viens de signaler, qui est celle du déplacement du passé des modernistes vers le passé des contemporanéistes, parce que, par exemple, ayant aussi pendant plusieurs années tenu séminaire avec Arnaud Nanta, ces questions de lexique étaient beaucoup moins, de lexique technique étaient beaucoup moins présentes, obsessionnelles, comme s'il y avait, je dirais, une naturalité, quelque chose qui s'était installé dans la fréquentation, le croisement, la circulation, les connexions entre les champs, c'est-à-dire comment s'était constitué un vocabulaire commun des sciences humaines et sociales, avec tous les effets que cela a, des effets de bien compris. Hein, c'est-à-dire il y a un mot qui est apparu, par exemple le mot Jongyo en coréen, Zhangjiao en coréen, et Shukyo en japonais. Est-ce qu'on est bien sûr, alors qu'on est dans la communauté et la sinosphère, qu'il n'y a pas d'énormes malentendus avec les deux mêmes caractères chinois lorsqu'on passe avec ce simple mot de la Chine à la Corée au Japon? Deuxième aspect de déplacement, hier on a beaucoup insisté sur ce moment, je dirais, des premières circulations, puis la rencontre, donc on va dire Edo, Meiji, à propos du Japon. En même temps, pour ce que je viens de dire, est-ce qu'il ne vaudrait pas désormais davantage s'intéresser à ce qui se passe
dans ces moments de première synchronisation, co-spatialité, fréquentation, du côté de l'ère Taisho, parce qu'il y a et de la démocratie de Taisho, donc plutôt du côté des années 20 et des années 30, parce que ça permet aussi de déconstruire, je dirais, pour l'Asie orientale en tout cas, une sorte de grand méta-récit qui est le méta-récit de la modernité assumée en Asie orientale par le Japon et totalement centralisée, c'est-à-dire le basculement de la centralité impériale de la Chine à une centralité modernisatrice impérialiste du Japon, avec une sorte de le Japon rayonnant sur le reste de l'Asie. Et tous les travaux contemporains d'histoire des sciences, soit des sciences dures, soit des sciences humaines, ainsi de suite, montrent que c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça, que les langues en amont aux prises dans ces opérations-là sont plus nombreuses que celles auxquelles on a l'habitude, et que les circulations entre Chine, Corée, Japon aussi, sont moins linéaires, moins du Japon vers les périphéries impériales, coloniales, situations coloniales ou autres, que cela. On était avec Ken Daimaru et Li Jianhui il y a 3 semaines sur ces questions-là, et on avait des modèles qui étaient un peu plus sophistiqués. Dernier point, je dirais, et là on revient à la question en terrain français, pourquoi traduire et qu'est-ce qui se passe quand on est ici je dirais, en terrain français, pourquoi faire et là, ce qui me frapperait, ça serait de comparer les dossiers d'introduction à ces opérations de traduction des opérations françaises. Par exemple, dans ce numéro sur les statuts, Guillaume, avec sa culture générale massive sur l'historiographie japonaise et française, ainsi de suite, essentiellement introduit et contextualise les textes qu'on traduit en faisant un tableau très, très, très précis de l'historiographie japonaise et notamment de la centralité au XXe siècle et de la rémanence de l'historiographie marxiste. En même temps, assez peu de choses justement sur la question de la traduction et des problèmes que pose. Alors c'est vrai pour ce dossier-là. J'ai vérifié dans ton dossier récent aussi très intéressant sur Osaka comme creuset de la modernité, où c'est le même dispositif de présentation historiographique, mais avec assez peu de présentation des enjeux de traduction qu'il y a et des questions, on va dire, de réception. Alors, ce qui n'était pas tout à fait le cas, je reviens un peu en avant, sur un tout premier moment des Annales, je ne sais pas si tu es revenu, qui est le moment de 1995, où il y avait ce dossier, ce premier dossier des Annales sur l'histoire du Japon, sur le regard des Japonais, qui avait été dirigé par Pierre-François Souiri et Ninomiya, où il y avait à la fois ce travail de contextualisation historiographique, mais des esquisses de réflexion sur des problèmes de traduction, moi qui m'avait beaucoup marqué en 1995, précisément parce qu'il sortait un peu, enfin il sortait par moment du discours simplement sur la terminologie, sur les concepts, pour notamment évoquer des questions d'édition. Et notamment, ça m'avait fasciné et un petit peu choqué à l'époque d'argumentation, où Pierre-François écrivait nous avons en gros massivement réécrit, parce que quand on traduit, même quand on traduit bien, il y a des problèmes notamment dans la façon, dans des traditions argumentatives en japonais. Ça doit être parfaitement traduit. Pour un lecteur français, ça ne va pas coller. Il y a une manière d'écrire, d'argumenter, ainsi de suite. C'est une des questions qu'on pourra se poser, cette question de l'édition et des enjeux de l'argumentation, donc de la façon dont on essaie d'aménager dont on doit créer un contexte de réception. Alors, et ce qui me frappe aussi, et ça sera le dernier point de ce balayage, c'est que peut-être manque à ces introductions, je dirais, le point de vue du public destinataire, qui est pas simplement les Français ou le grand public français. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut faire de traduire, c'est-à-dire, par exemple, quelle a été la réception des historiens français, la masse des historiens français modernistes travaillant sur les sociétés d'ordre, face à ce qui a été proposé là. Et c'est quelque chose qui, il me semble, devrait être introduit dans le discours. À quoi ça sert ? Comment ils s'en saisissent ? Qu'est-ce qu'ils en font ? Il y a certaines revues qui font ce travail-là, et je trouve que ça manque peut-être un peu dans celui que l'on mène. Voilà, quelle réception du débat sur les statuts
Où est-ce que ça marche? Est-ce que les historiens français s'en saisissent ou pas? Est-ce qu'ils le mobilisent? Quand ça marche, c'est dans quelle discipline? C'est autour de quoi? Donc on est en train de parler des statuts et d'histoire sociale. On pourrait contraster avec ce qui a été évoqué hier autour de Foudeau et Feuermann était hier en train de nous parler essentiellement d'Augustin Berg, ainsi de suite, autour du paysage. Là, ça a marché. Il y a quelque chose qui a embrayé depuis les efforts d'Augustin Berg. C'est-à-dire des acteurs des sciences sociales françaises se sont saisis de concepts japonais, ainsi de suite, et en font quelque chose et les mobilisent et en font référence aujourd'hui. Est-ce que les historiens français modernistes se sont saisis des travaux d'Amino? Je ne sais pas. Merci Alain. Je vais essayer de prendre la balle au bon. D'abord, merci aux organisateurs, à Alexandra, merci à Guillaume pour sa présentation tout à l'heure. Je suis donc, pour ma part, professeur à l'INALCO, et le lien avec la traduction est évidemment ces liens sont nombreux, que ce soit en tant que traducteur, en tant qu'auteur traduit par des traducteurs ou vraiment superviseur de traduction. Enfin, comme vous tous, j'ai cette expérience de la traduction dans tous les sens. Mon intervention, là, pour commencer, en fait, sera dans deux directions, mais qui vont complètement faire suite à ce qui vient d'être dit, en particulier par Alain, de manière thématique, et par mon collègue Azoulay, qui dirige les annales. Il a été mentionné tout à l'heure que j'avais fait un livre sur la manière dont les savoirs classiques ont été reçus au Japon. Essentiellement, ça s'est fait entre 1900 et 1945. Et ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on a une communauté qui est relativement restreinte, mais qui va produire un travail absolument considérable. Guillaume le disait tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui concerne toute la population japonaise. C'est une toute petite partie de la société. Mais qui c'est, cette partie de la société? Ce sont des professeurs à Todai, ce sont des professeurs à Kyodai, ce sont des professeurs dans toutes les universités impériales, ce sont les éditions Iwanami, ce sont des grandes maisons d'édition de ce genre-là, ce sont les musées impériaux, et derrière, ce sont au fond tous ceux qui vont aller à un moment ou à un autre au cours de l'ère Meiji Taisho en Occident pour se former à Amherst, à Yale, à Oxford, etc., parce qu'ils sont en contact avec les savoirs classiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a un petit microcosme d'élite qui va faire un travail extraordinaire en un nombre d'années restreint, en traduisant massivement et en introduisant massivement des savoirs. Or, nous sommes nombreux aussi en études japonaises, en études coréennes, en études chinoises. Est-ce que nous sommes capables de mener à bien ce travail? Absolument pas. Nous en sommes à des années-lumière. Pourquoi? Parce que nous sommes recrutés dans des couches, on va dire, médianes de l'intelligentsia, on va dire, parce qu'on n'a pas le fil conducteur des prépas ENS agrègues, on n'est pas des filières agrègues, même s'il y a des agrégés parmi nous, on est bien d'accord, ce n'est pas la destination naturelle. On a peu de relais dans les plus hautes sphères de l'université, Sorbonne, etc. On a peu de relais éditoriaux, c'est une évidence. Bref, on n'est pas dans les lieux de pouvoir. Ce n'est pas chez nous que se trouve le pouvoir. Tout comme c'est le cas, je crois, pour d'autres types d'études non occidentales. Donc, le premier point qu'il faut évidemment garder en tête, si je veux généraliser à partir de là, c'est les rapports de force entre langues. Et là, je rejoins absolument ce que dit, et derrière les langues, entre cultures, entre sociétés, entre collectivités humaines. Je rejoins absolument ce que dit à l'instant Alain. On peut faire des efforts individuels, c'est formidable. On est tous très bienveillants et on veut faire des choses, mais il y a des structures. Voilà. Je crois que si on n'a pas conscience qu'il y a des structures, il y a des grands mouvements de force. C'est formidable de faire des choses à titre individuel, mais il faut essayer de faire aussi des choses à un niveau collectif. D'où l'importance de centres de recherche, d'où l'importance de réunions comme celle-ci. D'où
l'importance de dialogue à un niveau un peu plus large que simplement le chercheur dans son petit groupe de travail. On doit réfléchir à un niveau plus large. Ça ne suffira peut-être pas, mais si on ne pose pas le problème à ce niveau-là, je doute que les choses avancent significativement. On voit que partout où il y a eu des avancées dans les rapports entre les langues au niveau de la traduction, c'est qu'il y a des rapports de puissance derrière. Le choix des annales de passer à l'anglais en partie, en tout cas d'avoir une double traduction, une traduction systématique vers l'anglais ou à l'inverse vers le français, en est une expression. Nous, dans le cadre de Cipango, on a fait le même choix il y a une quinzaine d'années d'avoir systématiquement des résumés, pardon, pas des résumés, des best-of de nos articles en anglais. C'est évidemment du rapport de force. De la même manière, si on a eu cette très belle série de traductions qui a été faite dans les 5-6 dernières années, un certain nombre d'entre vous ici ont été impliqués pour les sciences sociales japonaises traduites en français. C'est une initiative in fine de la Fondation du Japon que nous avons adaptée à nos intérêts, mais l'argent nous a été proposé et spontanément on était incapable de le mettre en œuvre. Bref, partout ces rapports de force sont présents et il faut donc en tenir compte. À l'inverse, je crois qu'il y a un autre phénomène, c'est la question de l'omniprésence de la traduction, cette fois à un niveau individuel. La traduction n'est pas simplement un passage d'une langue à une autre. Je crois que dans nos propres langues, nous sommes en permanence en train de nous traduire. On se comprend, mais on ne se comprend pas toujours très bien. On a l'impression d'être absolument sur la même ligne longueur d'onde, mais parfois non. Bref, la traduction, elle est constante. On a un phénomène d'herméneutique qui est incessamment à l'œuvre. Et il ne faut donc pas considérer que la traduction est quelque chose qui est en marge. Et donc là, c'est vraiment un niveau individuel, vraiment profondément subjectif. Non, c'est quelque chose qui nous constitue. Ce qui donc a deux implications. Un, c'est que dans nos expressions, dans nos langues natives, on est en permanence en train de faire un travail de certaine manière traduction de ce qu'ont dit nos collègues dans différentes langues. Donc ça met l'accent sur l'importance aussi de faire un travail dans la langue, dans nos langues natives, et faire ce même effort pour les autres langues, en tout cas avoir bien conscience que la traduction, c'est fondamentalement la question du maniement de la langue, de l'expression, et elle n'est pas simplement un à côté de notre travail, et ça c'est valable pour des gens comme nous, qui nous intéressons à des cultures étrangères ou lointaines ou passées dont les langues ne sont pas utilisées au quotidien ici, mais je crois que c'est évidemment valable pour un sociologue de la France contemporaine aujourd'hui. Merci beaucoup. Écoutez, donc pour ces interventions très, très riches et très stimulantes. Je dégagerai quelques thématiques sur lesquelles j'aimerais revenir. D'abord, alors, puisque Alain fait le plaisir d'évoquer, donc fait l'honneur plutôt d'évoquer ce numéro des Annales sur la question de la réflexion sur la traduction. Oui, effectivement, donc je ne l'ai pas évoqué, d'abord parce que, comme tu l'as dit, ça avait déjà été fait auparavant, mais aussi parce que je dois dire que c'est un point qui ne me met pas forcément très à l'aise, en particulier pour être évoqué dans une revue qui quand même me permettait de publier des textes d'auteurs japonais, exclusivement en réalité, parce qu'elle porte sur la... Ce n'est pas simplement effectivement sur la difficulté qu'on peut avoir, même si elle est réelle et elle n'est pas résolue, même si elle est ancienne, toujours, de trouver des équivalents pour des termes, soit qui peuvent être des termes historiques, mais il ne faut pas dénier non plus, c'est-à-dire que les traductions en sciences sociales ne sont pas dans un seul sens. Elles ne sont pas faites que de l'Occident vers l'Orient. Il y a aussi une capacité d'innovation dans ces pays-là, depuis au Japon, en Chine, en Corée, depuis longtemps, d'élaboration de concepts, donc de nouveaux termes. Fudo en est un, mais d'une manière assez caractéristique. On ne traduit pas. On l'exporte tel quel.
Ce qui donne parfois, qui peut avoir l'avantage donc de signaler tout de suite l'origine et l'originalité du concept en question, mais aussi de lui ajouter un cachet d'exotisme, une aura un peu mystérieuse qui va permettre après, tout autour, de développer un petit fond fantasmatique autour de termes comme ça qui vont nous venir pas seulement du Japon, d'Inde, de Chine, etc. Mais le point, disons, qui me mettait mal à l'aise, c'est celui de la rhétorique des sciences, en fait. Alors, elle ne se pose certainement pas effectivement de la même manière dans toutes les disciplines, et sans doute pas non plus à toutes les époques. Je m'explique. En histoire, au Japon, pendant longtemps, comme tu l'as rappelé, il y avait une domination de l'historiographie marxiste. Et lorsque je lis ces textes, beaucoup de textes qui ont été écrits dans les années 60-70, ce qui était assez remarquable, c'est qu'on aurait pu les traduire mot à mot en français, en allemand, quasiment, je dirais, comme on le fait pour certains textes bouddhistes où en traduisant, on ne dispose que de traductions tibétaines, mais qui sont tellement normées et précises que quand on retrouve les textes sanscrits d'origine, on s'aperçoit que les reconstitutions qu'on a faites étaient quasiment exactes. Parce que, en fait, là, on est véritablement dans du mot à mot. Il y avait tout un vocabulaire, donc extrêmement normé, du marxisme, retraduit en japonais, qui finalement, pour ceux qui en étaient familiers, en facilitait beaucoup la lecture, puisque tous les concepts étaient exprimés de la même manière. Et maintenant, on rend la lecture extrêmement indigeste, donc ce qui fait que des textes très intéressants ne sont plus du tout lus, parce qu'on en a en quelque sorte perdu l'habitude et même la grammaire, d'une certaine manière. Et d'un point de vue disciplinaire, il y a, peut semble-t-il, par exemple, des disciplines comme le droit, ou comme la sociologie, qui gardent cette habitude d'un vocabulaire très normé, donc un vocabulaire technique, disons, hein, qui a fait l'objet de traductions anciennes, et où même les innovations sont suivies assez régulièrement et font l'objet d'une réflexion de traduction qui s'impose assez vite. Mais il y a aussi une question effectivement argumentative. Et pour l'histoire, alors cela dépend aussi des auteurs, une question d'écriture, de qualité d'écriture, qui est très différente suivant les pays, et qui peut être aussi différente suivant les périodes historiques étudiées. Et par exemple, dans le cas du japonais, mais c'est aussi le cas pour l'histoire de la Corée, un des problèmes qui se pose pour les périodes avant la période contemporaine, naturellement, c'est que les langues qui servent pour les archives de cette époque ne sont plus du tout employées. Et par conséquent, on voit, même pour des périodes très récentes, le 19e siècle, la nécessité pour les historiens japonais de pratiquer une opération que font les médiévistes occidentaux qu'on appelle l'analyse. C'est-à-dire de proposer le texte original, d'en restituer une sorte, alors ce n'est pas vraiment une traduction, mais disons une forme d'explication du texte, et puis ensuite de le commenter. Et cela influence naturellement la manière d'écrire les articles au Japon, organisés autour d'un texte, avec une compréhension du texte, et ensuite un commentaire, une exploitation, etc. Ce qui complique naturellement beaucoup le travail du traducteur. Parce qu'on va avoir toute une partie de l'article qui, une fois traduit, devient complètement redondant. On a le texte original et en quelque sorte sa traduction en japonais moderne, si vous voulez, ou sa compréhension en japonais moderne. Cela fait trop. Bon. Et derrière cela, il y a également une tradition positiviste de l'histoire qui s'est imposée au Japon depuis le début de l'ère Meiji, qui a finalement perduré, c'est plus profondément enraciné en tout cas qu'en France, et qui a organisé beaucoup l'argumentation historique autour justement de l'exploitation, de l'exposé de documents. Et qui a d'ailleurs connu même un certain renouveau à la fin du XXe siècle dans la critique du marxisme justement et de ses généralisations jugées abusives. Alors tout cela pour dire qu'effectivement, lorsque l'on doit traduire des articles pour une publication en France, il est très difficile de les faire passer tels quels, mais, je rassure l'auditoire, c'est vrai en sens inverse.
parce qu'il m'est arrivé de faire publier au Japon des historiens japonais, des historiens français très connus, donc des traductions. Et les éditeurs les faisaient précéder d'un préambule qui ressemblait presque à un mot d'excuse pour expliquer que oui, ce texte ne respectait pas les canons académiques, mais malgré tout, comme son contenu était intéressant, donc on engageait les lecteurs à un peu d'indulgence. Voilà, donc ça marche dans les deux sens. Et là, il y a une question de responsabilité du traducteur, c'est-à-dire jusqu'à quel point peut-on non seulement traduire un texte, des expressions, des paroles, des concepts, etc., mais en quelque sorte refondre. C'est le travail d'édition, mais quand on parle d'édition, on pense à des questions de notes, de choses comme ça, mais pas du tout. C'est un travail de réécriture, et se pose la question de est-ce qu'on dénature ou pas, finalement. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait qu'une seule manière d'argumenter dans une langue et dans une discipline? Sommes-nous véritablement ouverts, autant que nous l'imaginons, à d'autres manières d'exposer et d'exposer les sciences sociales? Alors, comme j'ai dit, c'est peut-être un problème qui est plus profond en histoire, qui est marqué par quand même une sorte de tradition littéraire. Non pas que tous les historiens soient de grands littérateurs, on est bien d'accord, mais enfin il y a une exigence de ce point de vue-là qui n'est pas au même degré, ou en tout cas le centre de gravité peut se déplacer entre une exactitude, une exigence de vocabulaire technique, les historiens étant souvent beaucoup moins rigoureux dans l'emploi même des concepts dans leur propre langue. Je me permets... ça marche. Je me permets de rebondir précisément sur ce thème, et aussi à l'invitation d'Alain et de sa réaction par rapport à ce numéro sur les statuts sociaux au Japon, alors, qui date donc de 2011, c'est fin 2011, et je vous ai dit tout à l'heure que le début de la traduction systématique en anglais, c'est début 2012. Donc c'est d'une certaine façon un point de bascule, ce numéro, et il est intéressant, et sa genèse est intéressante, et Guillaume en était l'artisan, la cheville ouvrière. Et c'est aussi l'occasion de revenir sur sa réception ou sa non-réception dans une, on va dire, historiographie moderniste européenne. Parce qu'effectivement, c'est un numéro... Alors moi, je suis arrivé en 2012 à l'Arviv, donc je n'ai pas de responsabilité là-dedans, mais je connais un petit peu l'histoire. Et c'est vrai que c'est un numéro dont on parle. On ne parle pas de tous les numéros des Annales. Alors, d'une part parce que c'est l'une des rares fois où l'on a traduit des articles avant de les accepter, puisque c'était des articles en japonais, et que pour que le comité puisse en juger, il fallait bien y avoir accès. Et c'est vrai que là, il y a une difficulté supplémentaire dans l'opération de traduction quand il s'agit d'une revue généraliste, avec personne qui est locuteur de la langue de départ. Et donc, d'où la nécessité d'avoir des middle men ou women, mais des gens qui puissent effectivement garantir l'opération de traduction. Et donc, il y avait eu cette première traduction, mais donc pas de traduction anglaise. Et je pense, d'une certaine façon, si on va du côté de la question d'Alain, qui est une question sérieuse, une réception qui a été contrastée. Je pense qu'il continue sa route, ce numéro, mais qu'effectivement, il a été l'occasion de malentendus. Et je me souviens très bien de membres du comité qui parlent de l'étrangeté que représentaient ces articles présentés par Guillaume du point de vue d'un public d'historiennes et d'historiens, disons, on va dire, massivement de l'Europe ou des États-Unis, de l'Amérique du Sud, etc. C'était un objet fondamentalement étrange, et que je pense ça a posé, et notamment sur le plan rhétorique, effectivement, de la rhétorique de l'argumentation. Donc ce que tu as signalé me semble très important. Il y a une étrangeté, en tout cas pour un historien de l'Europe, disons de l'Occident au sens très très large, quand il lit ce numéro. Et je vois d'une certaine façon le signe de cette réception contrastée dans le fait que en 2013,
fin 2013, donc exactement 2 ans après, les Annales ont publié un autre numéro intitulé « Statuts sociaux », qui lui a été traduit en anglais et qui posait des problèmes de traduction, comment on passe du stand weberien vers le statut français et le status anglais, qui a une définition davantage juridique, et d'où engageant des problèmes de traduction au moment du passage à l'anglais. Finalement, dans la version anglaise, on a décidé de rendre l'étrangeté du passage d'une langue à l'autre, alors non pas en gardant le même terme, qui de toute façon est très similaire, status, statut, mais en choisissant le pluriel. Et donc le numéro s'appelle Social Statuses, ce qui en anglais accroche l'oreille. Enfin, c'est pas, on le pluralise rarement, mais justement pour préciser, pour immédiatement inquiéter le lecteur, il y avait une note explicative expliquant les genèses et les traditions historiographiques différentes auxquelles avait donné lieu cette notion de statut, dans les 2 langues, même dans les 3 langues avec l'allemand. Mais dans ce nouveau numéro, le dialogue avec le Japon ne s'est pas noué. Et là, pour le coup, j'étais là au moment où on a fait ce numéro sur les statuts sociaux, et c'est vrai qu'il n'a pas été spécialement à l'horizon et que pourtant il y a eu un éditorial de la revue autour des statuts et de ce que la notion impliquait. Donc j'y vois la marque. Alors, vous voyez, c'est intéressant, hein, c'est vraiment de part et d'autre de 2012, d'une question de la traduction pris à bras-le-corps, et je pense qu'on a tous été très fiers de ce numéro sur les statuts sociaux au Japon. Je pense que c'était vraiment un numéro important, en tout cas pour la revue, et en même temps un aveu, non pas d'échec, mais en tout cas de la difficile percolation, voilà, de ces d'aires culturelles de l'une à l'autre, et malgré le travail de médiateur de Guillaume. Donc voilà, c'était pour répondre et rebondir sur cette question, mais qui me semble aller effectivement au cœur d'un certain nombre de questions. Et juste pour finir, hein, c'est vrai que se pose vraiment, et ça c'est une question vraiment différente, quand on est confronté à des articles effectivement dans une langue que personne au sein d'un comité de rédaction ne maîtrise, ça pose ensuite des problèmes de traduction différents. Et c'est vrai que là, on a absolument besoin d'un coordinateur extérieur à la revue et qui permette de garantir la question du travail de réécriture. Parce que l'ignorance va dans les 2 sens. C'est-à-dire que les auteurs que l'on a traduits ne maîtrisaient pas forcément bien le français non plus. Donc ne pouvaient pas vérifier la traduction. Donc du côté de l'édition du texte en français à ce moment-là, il y avait un problème pour le comité, les éditrices ou éditeurs qui travaillaient le texte, qui ne pouvaient pas contrôler la version originale, et inversement, l'auteur qui ne pouvait pas lui-même vérifier ou garantir quelque chose du texte. D'où la place pivot, là en l'occurrence de Guillaume. Mais c'est effectivement quelque chose qu'il faut réfléchir dans ce dialogue entre aires culturelles et justement avec des revues généralistes qui cherchent à sortir de ce champ où les locuteurs s'entrecomprennent avec tous les problèmes de traduction et malgré tout de malentendus qui peuvent exister. Merci beaucoup. Avant de passer donc à une thématique suivante, je voulais savoir s'il y avait des réactions dans la salle, des questions. Oui. Je vais laisser un micro ici. Oui. Merci beaucoup pour votre échange et votre discussion qui était tout à fait passionnante, et j'aurais 10 000 questions à vous poser. Alors je vais essayer de limiter à 1 ou 2 points, pour essayer de penser un peu en avant
sur ce qui peut être fait, ce qu'il faudrait faire, ou les initiatives qui pourraient continuer d'être lancées. Enfin, moi, ma vision, ma position, c'est que c'est un combat à mener. Vous le savez depuis plus longtemps que moi, et vous l'avez déjà longtemps mené, mais qu'il faut perpétuer. Il y avait une première, peut-être juste une réaction dans tout votre échange, et c'était peut-être c'était peut-être en lien avec votre présence en tant que rédacteur en chef d'une revue. Il était beaucoup question de revues et moins question de livres, j'ai l'impression, dans la discussion. Or, en fait, il y a deux publics un peu à convaincre de l'intérêt, enfin de l'importance de faire venir des connaissances en sciences humaines et sociales, par exemple, qui viendraient d'Asie ou du Japon, puisque c'est le cadre ici. Il y a les chercheurs disciplinaires, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut essayer de retrouver, de rééquilibrer une relation qui est déséquilibrée quand on travaille sur un objet ou un pays ou une ère qui est marginale. Et donc par ça, la publication scientifique, la revue, il y a des différences quand même entre les disciplines aussi pour ça, mais je pense que c'est une première arène, et une deuxième arène qui est celle d'un public plus large alors qui est flou, qui est difficile à définir. Ça peut être des journalistes, ça peut être des dirigeants politiques, ça peut être en tout cas toute une partie de la population qui est sans doute moins habituée à lire des articles scientifiques et qui va plus mettre la main sur le livre comme objet pour éventuellement découvrir aussi bien des concepts que des modes de pensée, ce qui se fait ailleurs, parce que ce ne sont pas les mêmes canaux. Donc arriver à bien cibler pour éventuellement diviser les tâches, organiser le travail, et sur ce qui peut être fait, ce que l'initiative qu'a évoqué Michael à un moment, qui était un programme comme ça pendant 5 ans, financé par la Japan Foundation, qui a donné lieu à la publication de 8 ouvrages en sciences humaines et sociales, considérés comme un peu importants au Japon, et dont il y avait un intérêt à faire, en tout cas, qui avait un intérêt à faire connaître au public ici. Qu'est-ce qui peut être fait pour essayer de recréer ou de maintenir ou de repenser quelque chose de peut-être plus large, parce que je pense aussi que ça passe avant tout par la traduction d'un auteur ou d'articles par des historiens ou des sociologues japonais, ça peut être à l'initiative d'un chercheur personnellement intéressé parce que ça fait connexion avec ses propres recherches. Mais il y a une autre position qui est celle de lancer des initiatives de ce type qui sont plus individuelles, mais simplement de se rassembler, de dire ok, s'il y a 3 ou 4 ouvrages en histoire ou en sociologie ou en économie même à traduire, lesquels il faudrait traduire. Donc c'est collectif, choisir c'est pas simple, ça donne lieu à des débats, à des tensions. Et ensuite faire un travail pour récupérer des fonds et aller trouver des personnes ciblées. En gros, se donner un cadre pour que ça aboutisse, que la traduction, elle existe autrement que par des petites initiatives individuelles qui sont très difficiles à mener parce qu'il faut du temps, parce qu'il faut... et puis les carrières sont de plus en plus administratives. On a moins de temps pour faire ça peut-être. Il n'y en avait déjà pas beaucoup avant. Se donner un moment de réflexion pour créer une structure qui oblige, qui force à avancer un petit peu sur ce genre de sujet, et une espèce de groupe ou une structure pour essayer de faire passer des classiques des sciences humaines et sociales qui viendraient de Corée ou de Japon ou de Chine, mais en tout cas se donner les moyens d'une structure collective qui serait un peu dédiée à ça, sachant que la question derrière, ce sont les sous. Est-ce que ça vous paraît... Oui, c'est l'argent. Hein. Mais est-ce que ça coûte. Le fait de... Est-ce que ça vous paraît, avec une expérience plus longue, des tentatives, des difficultés, des échecs, est-ce que ce que je dis, c'est simplement des propos qui relèvent de quelqu'un qui n'est pas très mature sur la question? Ou est-ce qu'il y a vraiment... Ou est-ce que quand même il y a une carte à jouer? Là, je ne sais pas, je crois qu'Alexandra avait
essayer d'inviter Étienne Hanheim pour qu'il nous parle de son point de vue à lui en tant qu'éditeur d'une grosse maison d'édition de sciences sociales qui sont les éditions de l'EHESS, et qu'il n'était pas libre. Il pourrait sans doute nous parler des enjeux et du modèle économique. Alors, on n'a pas parlé de gros sous ici, c'est-à-dire combien ça coûte de traduire, de faire traduire en temps de travail. Parce que tout à l'heure, on a évoqué des questions assez intellectuelles et des difficultés qu'il y avait à tenir une ligne de crête entre, on va dire, la nécessité d'acclimater l'étranger, donc de créer un contexte de réception, un contexte d'accueil, et puis ce qui est la nécessité aujourd'hui éthique très contemporaine de renoncer un peu à ce qui s'appelait autrefois les belles infidèles, et de faire en sorte que l'opération de traduction soit elle-même visible, hein, dans le fait que, voilà, on doit être conscient quand on lit une traduction que c'est une traduction. Voilà, donc c'est vraiment une ligne de crête à tenir entre les deux que la littérature a beaucoup travaillé, que nous on a un peu moins travaillé, mais sur lequel on doit continuer sans doute à réfléchir. Mais c'est en effet un tout autre problème que de réfléchir à la question que tu évoques des monographies, parce que j'ai bien peur qu'il n'y ait tout simplement, parce que nous répondent tous, c'est intellectuellement, enfin c'est très bien, ainsi de suite, mais il n'y a tout simplement pas de marché pour voilà. Voilà. Alors c'est que la traduction, voilà, tu vois. Et donc il n'y a pas de marché, il faut inventer le marché. Donc ça veut dire c'est du bénévolat ou de l'évergétisme, enfin je ne sais pas. Et ça peut être, comment dirais-je, ça peut être une position éthique que l'on a. Nous avons de l'argent public, voilà, on investit, on dépense de l'argent pour une traduction dont on sait qu'elle ne sera pas rentable économiquement, qu'elle ne trouvera pas les milliers, je ne dis pas les centaines, les petites centaines de lecteurs nécessaires. Mais les éditeurs reculent face à l'idée de traduire des monographies entières, et a fortiori de ce qu'il faut faire un choix. Alors, dans chacun des pays sur lesquels on travaille, la publication en SHS notamment, elle est colossale. Notre ignorance de ce qui se produit en japonais, en coréen, en chinois, en SHS, c'est absolument abyssal et inquiétant. Parce que voilà, il y a des gens qui produisent du savoir et auxquels on n'a pas accès. Et on traduit quasiment rien. Comment faire pour aller au-delà? L'une des pistes qu'on avait envisagées il y a assez longtemps, lorsque Christophe Prochasson était directeur des éditions de l'EHESS, c'était au minimum. Et l'intervention de Annie Coliucci m'a fait penser à ce dispositif qu'on pourrait avoir. C'était au minimum d'avoir un dispositif un peu structuré, je dirais, de veille bibliographique partagée. Moi, j'ai été très éclairé par ce que nous a fait Annick hier, c'est-à-dire subitement, en 20 minutes, j'ai eu un magnifique tableau de l'historiographie japonaise, c'est-à-dire de fiches. Ça a été très éclairant pour moi. Et tous autant que nous sommes dans des unités de recherche différentes, à l'IFRAE, à CCJ, au CRCAO, on pourrait trouver un chantier en commun pour mettre ensemble, voilà, moi j'ai telle lecture, il y a telle... Alors, voilà, c'est un exemple possible, ça permettrait déjà éventuellement de créer un désir du côté des éditeurs et de passer de ce moment de veille scientifique, bibliographique à, tiens, peut-être ça vaudrait le coup d'aller au-delà, de traduire, de commencer par traduire un chapitre, et puis, enfin bon... Mais c'est du bricolage. Je ne sais pas ce que tu en penses, ce que vous en pensez. Oui, bon, moi, c'est évidemment une ligne à laquelle je suis extrêmement sensible. La première intervention que je faisais allait dans ce sens, au fond, quand je parle d'essayer de manière collective d'arriver à créer quelque chose, c'est bien à ça que je pense. Je repars d'un exemple. La France, on le sait, a eu beaucoup de mal à accepter toute la philosophie analytique, le pragmatisme américain. Et aujourd'hui, on a Sandra Laugier, on a maintenant toute une tradition de philosophes pragmatiques dans l'université française à des postes stratégiques. Et ça ne s'est pas fait tout seul. On sait très bien qu'il y a eu des investissements massifs, en l'occurrence étrangers, qui ont facilité l'appropriation de ces connaissances. Et donc, on est dans des rapports, dans une géopolitique, comme tu disais tout à l'heure. Donc, il faut en prendre acte.
il y a eu cet effort de la Fondation du Japon. Peut-être qu'il faut aller revoir la Fondation du Japon. Peut-être qu'il faut aller voir la la Korea Foundation. Je ne sais pas ce qu'il faut aller faire avec nos collègues en Chine, je suis moins sûr. Hein. Mais en tout cas, il y a un travail à faire de ce côté-là, c'est évident. Ça, c'est la première chose. Deux, on n'a pas suffisamment fait un travail de sollicitation auprès des éditeurs de manière collective. Hein. Essayer de monter une collection quelque part. Même ce projet qu'on a tenté de faire, hein, on l'a fait de façon dispersée parce qu'on n'a pas trouvé de débouchés. Mais il faut essayer si on veut aller dans ton sens, César, il faut essayer de monter quelque chose assez structuré dans un endroit qui permettra d'accueillir stratégiquement ça. Et évidemment, le troisième point qui est décisif, c'est qu'il ne faut pas disperser les forces, parce que si on disperse les forces, on n'y arrivera pas. Si on fait chaque fois les choses dans notre coin, que le CCJ fait les choses du côté du CCJ, que l'IFRAE fait des choses du côté de l'IFRAE. J'entends pour la publication de monographies, hein, pour la publication de livres, je ne parle pas des revues, je parle de la publication des livres dans une perspective un peu stratégique d'éveil d'un public, de construction d'un public, hein, on est, je crois, obligé d'avoir une démarche systémique, ou plutôt systématique, hein, afin d'arriver à cette fin. Je vous remercie pour ces échanges qui remplissent totalement le cahier de charge qui est de réfléchir sur le 50 ans à venir. J'ai une question qui me semble une question plutôt à Vincent. C'est ce que j'entends dans la démarche que les Annales ont mis en place systématiquement pour les 10 dernières années. C'est que ce n'est pas une traduction, même si ça reste une traduction, ce n'est pas une traduction, c'est édition. Mais ça décrit des nouvelles collaborations, ça décrit des va-et-vient. Il y a une seule livrable, il y a tout un processus, il y a tout un écosystème de métiers intermédiaires qui sont en place. Et moi, j'aimerais savoir quelles leçons vous tirez sur comment organiser cette production de manière pérenne. Je ne pense pas simplement au statut et partie financière, effectivement, mais en termes de perspective, des viviers, des métiers qui se respectent mutuellement, quoi que soit leur place dans ce processus, et les chercheurs qui comprennent qu'ils font partie d'une grosse production, même si c'est leur article, leur bébé, leur... Voilà. Donc c'était ça ma question, et ça peut être une réponse courte parce que... Merci Alexandra. Donc, je vais te répondre parce que je pense que c'est effectivement une question très importante. Aussi, juste m'insérer avant dans la discussion qui vient d'avoir lieu autour des monographies. Si on parle des revues, c'est que l'article est aussi une unité comptable plus maniable. Enfin, je veux dire, parce qu'effectivement, il y a les questions de gros sous. Donc, une monographie, alors vers l'anglais, c'est 15 000 €, on va dire, en ce moment. Donc, qui peut se le permettre et combien de fois cette opération peut être menée à bien? C'est compliqué. On parlera après des outils peut-être numériques qui permettent peut-être, mais qui posent énormément de problèmes, on va être amené à en parler, de faire baisser ses coûts. Mais voilà, d'où l'idée que l'article peut être une unité intéressante pour essayer de faire connaître, de faire lire, et dans les deux sens. Alors pour la question d'Alexandra, les enseignements, c'est d'abord que c'est compliqué. C'est-à-dire, on est passé d'une revue qui publiait, alors elle publiait 6 numéros, on est passé à 4 numéros, mais en réalité on est à 8 numéros par an, 4 pour la version française, 4 pour la version anglaise. Et de fait, on n'aurait pas pu faire cette opération, alors sans l'amorçage du CNRS, c'est 20 000 € par an qui permettaient de lancer les traductions, plus l'aide de la fondation Gould. Il y a des fondations auxquelles il faut essayer de faire appel quand on se lance dans ces projets. Ça existe. Et pas seulement, à mon avis, spécialisé sur le Japon ou la Corée. Il faut aller voir aussi ailleurs. Mais c'est vrai que c'est aussi le soutien de l'EHESS. On a un salaire chargé.
Donc un salaire chargé, c'est quand même voilà, quelque chose autour de 100 000 euros par an. Hein. Donc ça fait partie des coûts, et effectivement, sans lequel on ne pourrait faire que de la traduction et pas de l'édition. Et effectivement, donc c'est compliqué, mais ça engage, comme tu le disais, toute une chaîne. Donc on a dû créer un écosystème de traducteurs spécialisés en sciences sociales, très souvent des gens avec des thèses. Hein. C'est assez marrant de voir les enquêtes hein, autour des traducteurs en sciences sociales. C'est vraiment des gens qui, en réalité, sont des chercheurs qui ont choisi une autre voie, pour beaucoup. C'est vraiment assez massif. Des gens qui sont allés souvent jusqu'à la thèse incluse. Donc un écosystème de traducteurs avec toute une série de problèmes, de marché, de mise en concurrence et de plus en plus compliqués. Vous devez connaître cela dans vos institutions respectives. Donc des éditeurs, éditrices, le comité de rédaction, des auteurs qui doivent être impliqués et qui sont impliqués parfois même avant, parce que maintenant on travaille souvent, quand c'est soumis en anglais, on travaille avant la traduction sur l'édition du texte en anglais de façon à ce que la traduction soit la meilleure possible. Avec tout un système d'aller-retour entre les éditrices de la version française et l'éditrice de la version anglaise, de façon à stabiliser le plus possible une version dans les deux langues. Et donc, effectivement, c'est tout un écosystème. Et c'est des financements, des effets de structure, effectivement. Il faut que des structures s'engagent. Donc, il y a des institutions derrière. Romain Huret à l'EHESS a lancé tout un fonds de traduction, mais c'est vrai qu'on voit bien que, et ça va entraîner peut-être une autre discussion, la question de l'anglais. Hein, voilà, c'est le choix qu'on a fait. On a fait le choix de ce bilinguisme et de garder la version française comme référence. Hein. C'est un choix militant et un choix coûteux, hein, parce qu'on aurait pu décider de ne publier les articles soumis en anglais et seulement en anglais, comme le font beaucoup de revues. Hein. Mais je pense que ça, c'est une ligne de crête qu'on essaye de tenir, et qui pour l'instant tient grâce à des soutiens et, à la fois éditoriaux et institutionnels. Et encore, et alors là, je descends d'un cran et je m'arrête tout de suite, hein, mais je dirais que peut-être que vous avez moins le problème, et là c'est en tant que chercheur en histoire grecque que je parle, et plus des annales, vous n'avez peut-être pas le problème qu'on rencontre pour le coup en histoire ancienne, grecque, d'avoir des chercheurs qui peuvent vraiment ne lire que l'anglais. Et un peu, on espère, les langues anciennes, mais plus du tout le français, l'italien, l'allemand, bien sûr, le japonais et le chinois. Parce que quand on travaille sur la Corée, le Japon et la Chine, je pense qu'on ne doit pas pouvoir faire l'économie de ce qui s'y produit là-bas. Alors que quand on travaille sur l'Antiquité grecque, eh bien, on a de plus en plus, alors c'est états-unien, hein, comme moins anglais, mais on a de plus en plus des bibliographies et une historiographie qui fonctionnent en circuit fermé et dans l'ignorance radicale de tout ce qui n'est pas traduit à un moment ou à un autre vers l'anglais. Donc là, vient, et ça je pense que vous êtes un peu plus... disons que c'est quand même compliqué certainement de publier sur la Chine, le Japon et la Corée sans avoir de connaissance de ce qui s'y produit, mais ça m'intéresserait justement de vous entendre à ce sujet, parce que... Je m'arrête là. Merci Vincent. Puisque tu nous y invites, nous allons aborder de deux fronts cette question donc, de la langue cible de traduction et effectivement de la place qui tient à présent l'anglais et de la place que peut encore assumer le français. Pourquoi traduire en anglais? Pourquoi encore traduire en français? Alors, je ne veux pas tirer la couverture à moi, mais une des raisons, si on a posé la question de la réception de ce numéro des Annales, mais une des raisons pour moi qui avait motivé ces traductions, je dirais, c'était le manque de matériaux pour mes étudiants. C'est-à-dire que si je voulais introduire quelques notions assez fondamentales, basiques, et ça j'ai tout à fait conscience que je n'étais pas du tout dans... même à ce moment-là, ça remonte déjà bientôt une quinzaine d'années, mais dans les courants historiographiques les plus novateurs,
en Europe ou ailleurs. Mais c'est parce que pour des questions aussi basiques que la société d'ordre, l'organisation de la société à l'époque d'Edo, donc je trouvais peu de choses qui me satisfaisaient, en tout cas récentes, en français et même en anglais, mais ça c'est une autre question encore. Et que si j'ai fait un constat qui n'a jamais varié, en particulier quand j'enseigne en licence, parce qu'il m'arrive encore cette année d'enseigner en licence, c'est qu'on peut indiquer tous les textes que l'on veut en anglais et même accessibles désormais via des bouquets, etc. À partir des étudiants de première année de licence, disons en tout cas ou deuxième année, ne les liront pas. Ils ne les liront pas, à moins, il y en a un peut-être dans qui sera déjà là, passionné par l'histoire du Japon et qui est prêt à tous les efforts, mais ils ne vont pas être lus. Et donc il y a tout simplement c'est un problème qui n'est pas neuf, parce que j'y ai été confronté moi-même quand j'étais étudiant, et une des choses qui m'a amené vers l'histoire du Japon de l'époque d'Edo, c'était une collection de textes qui avaient été traduits. Alors il s'agissait de textes littéraires par des subventions de l'UNESCO. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un certain nombre de classiques de littérature japonaise. Et en particulier donc quelques textes de littérature ancienne, qui m'ont donné une première fenêtre sur cette période. Il n'y avait pas énormément de choix à l'époque. Et évidemment, alors on n'était pas du tout à l'époque d'Internet encore ni quoi que ce soit, les ouvrages en anglais, de toute façon, on ne pouvait y avoir accès que dans les bibliothèques universitaires. Donc une fois qu'on s'était un peu intéressé à la chose et qu'on commençait même à la creuser. Donc il y a effectivement cette question du public qui a été posée, hein, articles ou livres, en anglais ou en français. On ne cible pas du tout les mêmes objectifs, on ne cible pas les mêmes publics, ça n'a pas non plus les mêmes effets. Proposer massivement en anglais assoit une réputation académique, permet de développer des réseaux, donc au-delà même de la France, etc., ou de l'Europe. D'un autre côté, je crois, ça n'aide pas forcément à populariser le domaine de recherche auprès non seulement d'un grand public, mais même, je dirais, d'un public débutant dans des études, hein, d'étudiants débutants. La question de la langue aussi, alors c'est un problème qui se pose également du point de vue financier, parce que au Japon, en Corée, il y a des programmes de subvention de traduction, même qui peuvent porter alors sur des monographies, des textes très pointus, etc., mais qui de plus en plus sont orientés vers la traduction en anglais, pour un certain nombre d'entre eux, assez explicitement. C'est-à-dire que il n'est pas forcément prévu qu'on traduise dans une autre langue que l'anglais, alors le français, l'italien, parlons pas du hongrois ou du russe. En tout cas, ça n'est pas prévu, en quelque sorte. Et souvent, d'ailleurs, ces traductions, maintenant, de plus en plus, sont prises en charge par ces pays eux-mêmes. La Japan Foundation, par exemple, s'est mis à produire des traductions d'ouvrages en sciences sociales, sans doute en étant un peu vexé de voir que... parce qu'il y a un piège parfois, hein. Il y avait des historiens japonais qui s'étaient aventurés il y a quelques années à s'aventurer dans des congrès internationaux ou à essayer de présenter leurs travaux, puis qui ont eu la désagréable surprise de voir que les concepts qu'ils avaient élaborés avaient été dépassés subrepticement chez d'autres auteurs. Je pense à ce qui était arrivé à Hayami Akira avec la révolution industrieuse, par exemple. Ça s'est aussi produit dans l'autre sens. Donc, voilà. Donc, il y a une volonté des pouvoirs publics dans ces pays de donner une plus grande visibilité aux travaux de leurs chercheurs en assumant directement la traduction. Il y a quand même des traductions en français qui ont été faites, notamment par Pierre-François Souiri, donc de Katsumata Shizuo, par le CNRS, donc les presses du CNRS plutôt, qui font un travail assez remarquable. Avec aussi, parce que c'est souvent le problème de cette traduction subventionnée, qui est quand même très largement subventionnée, c'est que c'est le problème de la distribution, très souvent. C'est-à-dire que beaucoup d'éditeurs, me semble-t-il, font reposer leur modèle économique sur la subvention, beaucoup plus parfois que sur la distribution ou la mise à disponibilité réelle des ouvrages, même si maintenant les librairies électroniques changent un peu la donne.
Et puis dernier point, et je vais vous laisser la parole, la question de l'anglais, naturellement, ça pose aussi celle des nouveaux outils et des nouveaux médias électroniques. Alors, avec le développement, excusez-moi, massif, donc non seulement de la mise à disposition des bouquets donc académiques, où naturellement ça va être la langue anglaise effectivement qui va devenir reine et conduire, y compris je pense dans le domaine des études japonaises, à ce phénomène aussi que tu signalais Vincent, c'est-à-dire des bibliographies qui fonctionnent un petit peu en circuit fermé, en tout cas autoréférencées autour d'un certain nombre d'auteurs anglophones. C'est très présent dans le monde américain, me semble-t-il. Beaucoup moins en Angleterre, j'ai l'impression. Donc le monde anglophone n'est pas non plus homogène de ce point de vue-là. Et puis, il y a également donc, la question désormais qui se posera, je crois, pour la traduction. Alors, c'est un vrai problème peut-être pour cette traduction en sens social qui, on voit en France, a un peu de mal parfois à construire sa légitimité, qui va être l'intelligence artificielle et l'arrivée donc de traduction automatique. Alors, qui sont loin d'être satisfaisantes encore dans les langues qui nous préoccupent, mais qui est quand même, il faut le remarquer, de plus en plus performante. Avec derrière, puisqu'il s'agit quand même d'une, jusqu'à présent, d'après ce que j'en comprends, je ne suis pas du tout un spécialiste de la chose, de procédés donc, qui fonctionnent par agrégation de contenu de plus en plus vaste. D'abord de celle de la mise à disposition des travaux des traducteurs qui nourrissent en quelque sorte cette intelligence. Et en quelque sorte, bon, on travaille pour le roi de Prusse, quoi, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on fournit à des instruments qui peu à peu vont déposséder le traducteur de ses moyens d'existence. Et puis également la question, justement, alors qui sera peut-être résolue de cette manière, de l'uniformisation des traductions, des concepts, etc., puisqu'on risque de se régler sur des statistiques, de la manière dont on traduit tel mot ou telle expression ou telle phrase. Ce qui pose une question. Hier, on a fait le plaisir de citer une de mes traductions pour une expression donc, que j'avais un concept créé par un professeur japonais, le professeur Yoshida. Et j'ai un peu frémi quand même parce que c'est une traduction dont j'ai jamais été satisfait en quelque sorte. Donc j'ai essayé de trouver un équivalent, j'ai proposé quelque chose, mais ça me fait penser à un texte, un cours de Lucien Lefebvre au Collège de France qui disait que les concepts, enfin, c'était un petit peu comme des créatures de Frankenstein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les élaborait, ils finissent par s'échapper, vivre leur vie propre. Et même quand parfois on disait finalement j'aurais mieux fait de traduire comme ça, bon, c'est terminé, le mot s'est installé et il commence à prendre son autonomie. Mais je vous laisse la parole. Commençons par... Je me demandais si c'était pas Gérard Genette qui décrivait les sciences sociales aujourd'hui comme la version actuelle de la littérature fantastique. Enfin, il me semble que c'est... sur les deux points que tu viens d'évoquer assez rapidement, sur le premier point, celui de, on va dire, français, anglais, et puis les langues sur lesquelles on travaille, c'est très compliqué en fait. Et je pense qu'on sortira sans doute de cette table ronde comme d'habitude un peu frustré, mais avec quand même l'idée de base que quand on parle de traduction, c'est pas fondamentalement une question entre les langues. Enfin, il y a ça aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les rapports de force, mais c'est des rapports de force entre les langues. Tu as évoqué toi, des rapports de force entre les États. Il n'y a pas forcément une superposition entre les deux. C'est certains étant, je dirais, comment dirais-je, acteurs de politiques publiques de développement, de leur puissance scientifique, y compris dans le domaine soit de la langue, c'est le cas de la France, soit des sciences ou de l'éthique. Enfin, il y a les rapports entre les disciplines. Tout cela crée des rapports de force totalement enchevêtrés. Et même pour nous, il est difficile parfois de s'orienter, de se positionner ou de ne pas se sentir totalement éclaté dans cet univers avec des forces de gravité vraiment très très complexes. Tu as évoqué le cas il y a des politiques de traduction en effet massivement subventionnées de la part de la Corée du Sud, mais qui
se désintéressent totalement de la promotion des SHS sud-coréennes. Ça ne les intéresse pas. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure en off, ce qui les intéresse, et il y a de l'argent massif là-dessus, c'est de traduire de la littérature pour avoir un prix Nobel. Point barre. C'est leur objectif. Quand on vient avec des projets de traduction d'un grand historien coréen, d'un grand anthropologue coréen, c'est bien intéressant, on comprend, mais non. C'est un exemple. Le cas coréen est encore plus complexe dans son rapport à l'anglais. Parce que même dans un champ académique où tu penses, comme je disais, qu'il y a massivement, en histoire, on va dire par exemple, la production sur l'histoire de la Corée, c'est massivement la production en langue coréenne. Mais en même temps, quand on regarde les références qui sont mobilisées par les historiens, y compris aujourd'hui coréens, ainsi de suite, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire les références, elles ne sont pas aussi ensilotées que cela, puisque d'une façon, la Corée du Sud, c'est aussi un État américain, donc avec un rapport aux États-Unis. Donc les références, même chez les historiens sud-coréens, sont très massivement américaines. Et puis, il y a le rapport à l'anglais. Et il y a pendant longtemps, il y avait le pôle coréanologique nord-américain, mais de plus en plus, il y a une coréanologie en langue anglaise locale, c'est-à-dire produite depuis Séoul, avec une volonté de... Voilà. Toutes les grandes universités ont un institut d'études en anglais avec des revues académiques d'excellente qualité en anglais. Et donc, avec des paradigmes, vous pouvez bien les mettre, d'analyse très très différentes de ceux qui sont des... Donc, c'est une question extrêmement complexe pour chacun. Ce n'est pas simplement une question de langue. Sur la question traduction automatique, je ne sais pas quel est votre avis à vous. Et je laisserai de côté la question que tu as évoquée, qui est importante des publics, parce qu'en effet, le public estudiantien de L1 et les collègues très pointus de nos établissements, en effet, c'est deux publics différents dans une même langue. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. Mais sur la traduction automatique, en tout cas, moi, j'avoue, je suis épaté. C'est-à-dire, les progrès, là, en 5 ans, je dirais. Il y a 5 ans, quand j'essayais que je l'ai testé ainsi de suite, je me dis waouh, c'est nul, c'est n'importe quoi, c'est délirant. Là, en 5 ans, je suis alors vraiment bluffé par les. Alors, évidemment, je suis bluffé avec de temps en temps, je repère des choses délirantes. Alors, je donne l'exemple toujours chez certains traducteurs, le mot Choson, qui veut dire Corée ou Corée du Nord, ainsi de suite. Enfin, la première entrée possible dans un dictionnaire de noms communs, c'est un nom propre, hein, donc très fréquent pour dire Corée, c'est construction navale. Donc j'ai en permanence dans certaines traductions le remplacement du mot Corée par construction navale. Alors c'est un petit exemple, ça disparaît de plus en plus. Et là, moi j'avoue, je mets mes étudiants à l'aise là-dessus, parce que je recours moi-même maintenant assez massivement en première approche alors, notamment à DeepL. Alors maintenant, DeepL est équipé notamment même en japonais et en coréen. La qualité, alors il y a des erreurs, il y a des machins. Il faut être conscient, il faut connaître la langue depuis quoi c'est traduit pour pouvoir l'évaluer. Et on fait tout ce travail d'évaluation. Mais je gagne un temps colossal de travail, y compris en coréen, parce que c'est simple. Moi, je lis une page en français quasi instantanément, ainsi de suite, en anglais, ainsi de suite, mais en coréen, ça me prend un peu plus de temps quand même. J'appuie sur le bouton DeepL et ça me permet en première analyse de traiter très massivement, très rapidement. Tu dis, en effet, ça a été nourri par des gens qui ont bossé ainsi de suite, mais en même temps, il y a des coûts de travail qui sont économisés de ce que je vais avoir accès à extraire de l'information très, 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 très vite. Alors, j'essaie d'apprendre à mes étudiants à se servir de ça. Alors, je partage évidemment le sentiment d'Alain de cette complexité de la situation dans laquelle nous sommes. Néanmoins, moi, je pense qu'on peut essayer de clarifier quelques lignes. Et je reviens sur une partition qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent, qui est celle des disciplines et des airs, qui me semble quand même permettre des guides. Que des collègues en sciences sociales aient l'intention, et que ce soit leur travail, d'analyser à travers le monde des phénomènes économiques, sociaux, anthropologiques, et par conséquent qu'ils n'aient pas la capacité d'avoir la maîtrise de différentes langues, c'est absolument normal, et par conséquent, on voit apparaître des théorisations à partir de l'anglais, éventuellement du français, de plus en plus de l'anglais, que les collègues essayent de faire adapter à toutes les régions du monde.
On propose un concept, on regarde si ça marche en Chine, on regarde si ça marche en Australie, on regarde si ça marche à Singapour, on regarde si ça marche en France. On fait 5% d'économie sur un produit quand on est une enseigne commerciale. Généralement, ça marche assez bien à travers le monde, une sorte de grande conformité des réactions humaines. Que des sciences sociales tentent, mais même humaines, tentent de faire cette démarche, c'est absolument légitime. Il y a quand même une volonté d'universalisme qui nous traverse, qu'on peut partager et embrasser. Mais à partir du moment où on a choisi comme chemin, comme projet, de se spécialiser sur une aire, avec une connaissance d'une langue, ou plus, si on a la chance. Ça prend un temps fou, Alain le disait à l'instant, et s'il y a des étudiants, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup ici, enfin, vous voyez, ça met du temps pour maîtriser ces langues-là, et au terme d'une carrière, on n'est pas encore complètement à l'aise. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique forcément, me semble-t-il, que notre regard accepte d'être situé. C'est-à-dire qu'on comprend bien que si on s'intéresse à la Chine, ou en tout cas une certaine partie de la Chine, le Japon, ou certains aspects du Japon, pareil pour la Corée, on accepte d'être situé, puisqu'on situe on situe un espace, on situe une ère dans le monde. On est obligé de prendre en compte le fait qu'on le regarde depuis quelque part, qu'on ne le regarde pas depuis n'importe où. À partir de ce moment-là, je crois que ça impose, dans notre perspective, de maintenir le français, puisque c'est le point de vue à partir duquel on regarde des institutions dans lesquelles on s'exprime, davantage que le sociologue, l'économiste, le philosophe en philosophie analytique, qui lui essaye de prendre une position générale et qui va chercher dans une langue commune comme l'anglais une forme d'universalisme communicationnel et même idéal. Donc je crois que notre position nous oblige, paradoxalement, à nous exprimer en priorité en français, parce que c'est une question de point de vue qui s'exprime dans notre travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traduire ensuite nos meilleurs travaux en coréen, en anglais ou d'autres, et particulièrement en anglais. C'est très important de traduire en anglais. Moi, j'ai toujours fait l'effort de ce côté-là. Mais je pense qu'il y a quand même, de cette manière-là, une façon d'articuler les choses. Alors, je fais chorus et je reviens aussi sur la question des traductions automatiques, où je pense qu'effectivement, on est face à un raz-de-marée et que ça ne sert à rien de pagayer contre. En revanche, il faut essayer le plus possible de maîtriser l'outil, ses effets effectivement sociaux, y compris de dépossession, mais de fait, les traducteurs sont très conscients de la situation, particulièrement en sciences humaines et sociales. La traduction littéraire est encore en partie épargnée. Mais c'est vrai que les traducteurs sont face à un changement de métier, mais pas une disparition de leur métier, parce que je pense que ce dont on va avoir besoin de plus en plus, c'est de révision, de traduction, plutôt que de traduction from the scratch, diraient les Anglais, depuis le début. C'est vrai, moi j'ai fait une expérience, là, le dernier livre qu'on a publié avec Paulin Ismar, j'ai fait la traduction et je suis passé d'apport par DeepL, j'ai tout révisé, il y avait plein de bêtises, mais quand même, c'était une base. Et ensuite, j'ai fait réviser par une traductrice professionnelle, puis ensuite relire par une collègue native speaker, puis ensuite, il y a un travail éditorial qui vient dessus. Chez Cambridge, ça va paraître. Donc, je vois bien, là, en étant impliqué, à quel point, malgré tout, il y a de loin de la coupe aux lèvres et qu'il y a une différence entre une traduction instrumentale de travail qui, effectivement, auquel maintenant on recourt tous, et je pense pour le meilleur, et une traduction scientifique qui doit rester dans les mains à la fois de traducteurs, mais de plus en plus de traducteurs-réviseurs, et d'auteurs engagés aux côtés du traducteur, parce que précisément, là, on arrive dans des domaines, mais ça devient un travail de plus en plus qualifié, vous le voyez, dans des domaines où la traduction automatique ne suffit pas. Et on passe, d'une certaine façon,
de la traduction à l'édition. Et donc la position du traducteur va être de plus en plus d'être un éditeur scientifique. Donc ce qui demande une montée en gamme des compétences, et donc toute une série de problèmes, mais pas forcément ni une disparition du métier, et peut-être une augmentation de la qualité et de la visibilité d'historiographie qui autrement reste pour le coup invisible. Hein, parce que, et c'est la dernière chose que je veux dire, mais l'un des enjeux de la version anglaise des Annales, c'est pas de s'exprimer dans une lingua franca nouvelle manière, avec des concepts appauvris et une historiographie circulaire anglo-saxonne. C'est précisément de donner à voir en anglais des historiographies plurilingues. Et c'est vrai que l'un des effets de la version anglaise des Annales sur le comité de rédaction, la façon dont il évalue les articles, c'est deux choses. C'est une attention désormais maniaque à ce que l'historiographie soit plurilingue, précisément parce qu'elle va être donnée à lire en anglais. Et donc, il faut que ceux qui ne lisent que l'anglais soient conscients de ces traditions historiographiques qui continuent à fonctionner de façon souvent nationale et avec des langues afférentes. Et puis, l'autre chose, c'est que le dialogue historiographique dans les articles ne soit pas trop cloisonné historiographiquement, qu'il puisse parler à un public plus large que le public estudiantin ou académique français, par exemple. Hein. Donc, on puisse ainsi donner à lire des problèmes qui, malgré tout, peuvent faire écho, peuvent créer des ponts avec d'autres traditions académiques, scientifiques, des sciences sociales. Merci beaucoup. Oui, cette question de l'intelligence artificielle, soit dit entre nous, ne concerne pas que les traducteurs. Nous avons eu un grand choc comme historien du Japon de l'époque d'Edo il y a quelques années, lorsqu'on nous a annoncé la mise au point d'outils de lecture automatique d'écriture cursive sur des... alors pour l'instant, ce qui fonctionne bien plutôt sur des textes imprimés, il faut le dire plus que sur des manuscrits, mais on peut faire confiance, l'outil, ça viendra vite. Et ça, c'est un vrai bouleversement, puisque en fait, la formation des historiens sur cette période était essentiellement axée sur la paléographie. Donc ça va être d'une part un bouleversement méthodologique profond, qui se posent donc dans des départements qui, il faut bien le dire, sont restés assez conservateurs du point de vue de leurs approches, en tout cas de leur enseignement, disons plutôt. Et puis ça va poser aussi la question de qui est historien finalement, c'est-à-dire que s'il suffit de passer même plus au scanner d'ailleurs, donc d'aller récupérer un texte digitalisé, de le mettre dans la boîte magique et qui ressort avec une traduction en langue moderne, voire directement en anglais bientôt, pourquoi pas. Bien, tout le monde aura, alors je ne sais pas de légitimité, mais en tout cas, voilà, donc aura en tout cas la possibilité de s'exprimer sur ces textes et ce qu'on voit déjà, c'est-à-dire de l'utiliser après dans des débats qui n'ont pas rien de forcément historique autour de morceaux de territoire qu'on se dispute ou de polémiques sur telle ou telle période de l'histoire. Alors pour terminer, donc il nous reste encore quelques minutes, je vais encore une fois passer le micro à la salle. Oui, Alexandra. J'ai une remarque et une question, les deux sont techniques. Donc comme Alain, tu dis que tu es bluffé par le développement technique comme si c'était quelque chose qui s'est fait pour toi ou pour nous, qui s'est fait pour nous. En fait, il faut se souvenir que DeepL, c'est crowdsourcing en fait. Donc on participe tous en l'utilisant à son perfection, donc on peut se féliciter de travail bien fait. Donc ça, c'est le point technique, que ce n'est pas en dehors de nous, c'est nous qui le créons, pour le bien ou d'ailleurs pour le mal. Dans ton histoire de construction navale, voilà. Et la question technique, qui n'est pas si technique que ça d'ailleurs, c'est pour Vincent.
J'entends bien le décloisement de l'historiographie. C'est un grand chantier pour moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait des cas qui ne sont pas peut-être si nombreux, mais qui existent quand même, où la production de savoir sur un sujet situé ne se produit pas dans la langue locale. Et de fait, insister et le prendre comme quelque chose qui ne va pas, comme cet plurilinguisme dont les notes de base de page n'existent pas, ça fait une sorte de... ça peut être une sorte de rapport de force qui n'est pas anodin, dans la mesure où on va se trouver à aller chercher à force des choses pour faire apparaître un script différent ou pour faire apparaître des translittérations différentes dans les bases de pages, alors que malheureusement, en faisant ça, on rend invisible le fait qu'il y a une sorte de quand même une pouvoir, notamment dans les contextes coloniaux, qui fait que les locaux ne produisent pas dans la langue locale sur l'histoire locale. Et ma question, c'est comment gérer, comment tenir les deux, cet équilibre entre évidemment la nécessité de lire en plusieurs langues, de décloisonner des débats franco-français ou anglo-saxons. Je pense qu'on est de deux côtés de l'Atlantique. On a la tendance quand même de rester dans la zone de confort sur ces points-là. Donc ça, c'est entendu, c'est la bataille à mener. Par contre, il y a cette petit bémol sur ce décloisement qui effectivement peut induire à une tension sur peut nous faire oublier qu'un certain lieu de construction de savoir dans nos sites situés sont pas forcément fonctionnels en langue locale. Sans parler de toute l'apparatus de la publication. Parce qu'il y a un certain nombre des universités à l'étranger dans nos sites qui n'ont pas des presses universitaires, donc pas de structure pour se faire publier en langue locale, en plus. Je dois t'avouer que j'ai pas. Tu me poses une colle, hein, j'ai pas de réponse, hein, et je suis pas sûr qu'il y en ait. Sauf que si ce que tu veux dire, c'est que ces savoirs situés ne sont pas rédigés en langue locale, tu veux dire qu'ils sont rédigés en quelle langue à ce moment-là? Tu penses en français ou en... Auquel cas, du point de vue alors là, de la revue, ça pose pas de problème, puisqu'on peut lui donner un débouché éditorial éventuellement. Mais cela montre à quel point nous avons besoin de relais, en revanche. On a besoin de points de connexion pour que... et ça, c'est l'un des objectifs des annales, enfin l'une des réformes qu'on voudrait introduire, c'est avoir un comité scientifique beaucoup plus large, pluridisciplinaire, transaréal, avec peut-être une vingtaine de personnes qui puissent nous indiquer, qui se réuniraient, parce que nous on tient beaucoup à la présence physique du comité de rédaction. On a cette spécificité on lit. On n'est pas un organe de certification des expertises reçues. Comme certaines revues, hein, ils compilent des expertises anonymes et ils disent oui ou non. Il se trouve qu'aux annales, on lit tous les papiers à partir du moment où on fait d'abord une expertise interne, tout le monde ne lit pas, mais si on juge que ça doit passer à expertise externe, à partir du moment où les expertises externes reviennent, tout le monde lit dans le comité. On est 12 à lire, on lit entre 300 et 400 pages par mois, hein, pour voir ce que finalement on va publier. Mais on est bien conscient que malgré tout, on a plein d'angles morts et donc on a besoin de relais et donc on aimerait développer un comité bis qui se réunirait quelque chose comme 2 fois par an par Zoom pour avoir des gens à l'étranger. Hein, donc on tient aussi à ces deux formes, une forme restreinte mais avec des lectures communes, mais avec aussi les dangers bien sûr de l'endogamie, du fait que ça avantage les Français, les Parisiens, etc. Et un autre comité plus large qui pourrait précisément faire les connexions vers ces travaux qui peuvent rester autrement dans des angles morts.
Donc c'est quelque chose auquel on réfléchit et qui est une des mutations, je pense, à venir de la revue. Donc voilà, on bricole, hein, on essaye de trouver de nouvelles réponses, de faire évoluer la revue. C'est vrai que moi, depuis que j'y suis rentré, elle a changé du tout au tout. Que ce soit la version anglaise, mais même la façon dont on lit les articles, dont on les expertise, dont on travaille les textes, hein, tout cela a bougé de façon absolument massive, sans parler de la disparition des abonnements individuels, de la publication, enfin on continue à être en librairie, mais c'est maintenant totalement résiduel, hein, et on reste attaché à la version papier, mais on est bien conscient que maintenant 95% de nos revenus sont produits par les bouquets en ligne, hein, et la plateformisation. Donc oui, c'est un vrai problème, et il y a des solutions techniques qu'on peut essayer d'y apporter, mais je n'ai pas de panacée à proposer. Pour une dernière question dans la salle, si quelqu'un... Pardon ? Oui, et pourtant. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Vous avez tout à fait raison, et j'ai envie de dire, et pourtant. Vous avez raison, une compréhension fine, mais malgré tout, on doit, c'est ce que disait Alain, peut-être je vais te laisser répondre, hein, mais une traduction, et c'est bien la différence avec une traduction littéraire, une traduction en sciences humaines ne doit jamais se faire oublier comme acte de traduction. Le lecteur doit toujours être conscient qu'il y a cette distance, qui ne sera jamais entièrement comblée, mais on peut essayer de tendre vers une compréhension relativement fine dans cet écart irrémédiable, hein, de ce qui a été produit dans une autre langue que la sienne. Donc vous avez raison, mais, mais on ne peut pas s'arrêter là. Bien sûr, il y a une différence. Oui, il y en a une. Mais non, mais vous avez raison, il y en a une. J'ajouterais que dans les régions qui nous préoccupent, donc en Asie orientale, ce sont des civilisations qui se sont construites très largement sur des processus de traduction. La Chine, donc toute l'introduction du bouddhisme, on ne trouve plus les textes originaux en Chine, ils ont été intégralement traduits en chinois, et donc peu de Chinois lisaient les textes bouddhiques dans leur version originale en fin de compte. Et ce sont ces réflexions qui sont passées ensuite en Chine et en Corée. Et alors, au Japon et en Corée, au Japon en particulier, il y a toute cette littérature dite en kanbun, donc qui dit sino-japonaise, mais qui souvent est en fait du très abattardi, ou je ne sais pas comment dire, c'est plutôt du japonais, donc maquillé en chinois dans bien des cas. Mais en tout cas, on voit comme cela comment aussi les concepts, grâce à cela, vont voyager donc, dans toute cette ère, et puis également vont y subir des mutations profondes, hein, parfois reposant sur soit sur des compréhensions très fines, des traductions très précises, et donc un approfondissement, soit parfois sur des contresens complets, donc des réinterprétations, des réappropriations finalement, qui en font des objets originaux. Quelqu'un d'autre voulait intervenir en conclusion ? Très bien. Eh bien, écoutez, nous sommes pile dans les temps prévus. Alors je voulais, avant de nous quitter, vous remercier tous pour votre assistance et remercier aussi nos 3 intervenants qui sont venus nous éclairer sur cette question très importante. Je vous demande de les applaudir.